Salut à tous, c'est Bismart. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler durant cette heure qu'on va passer ensemble, j'espère? On va parler des entrepreneurs. Oh tiens, quelle drôle d'idée, c'est une chaîne qui parle des entrepreneurs. Mais là, pour le coup, on a un des héros AULT, hein, et sans doute héros S aussi, OS aussi, l'un des héros de l'entrepreneuriat, non mais en tout cas, tu portes la voix, oui ça c'est sûr Léonidas. Donc vous allez voir, il lance un EPR, l'acronyme est formidable, Entrepreneur pour la République, on va parler de ça, d'ailleurs j'en profiterai pour vous faire réécouter ce que nous racontait, c'était très très intéressant, le patron de Showroom Privé, Thierry Petit, sur le concept de mission, mais sur le concept de la façon dont les entrepreneurs aujourd'hui veulent agir directement, voilà. Ça peut s'écrire dans une raison d'être, mais c'est vraiment des actes. Et puis ensuite, de l'innovation autour de la banque et de l'innovation autour des industries de santé. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Léonidas Kalogiropoulos, PDG fondateur de Médiation et Arguments et d'une masse assez considérable d'entreprises quand même, Léonidas, parce que là, en toute transparence, on discutait le temps que tout ça se mette en place. Je me souviens, je te demandais des nouvelles, des derniers bébés le script que tu avais fait naître. Ah non, avant ça, il y avait eu à chaque fois, c'était très intelligent. Un rétroviseur qu'on mettait à la main. Voilà. Vous voyez le truc, le rétroviseur à la main. Et il serrait un peu la main. J'en ai vendu un peu plus de 3500. Et j'avais bien moi-même senti que quand je l'utilisais, ça me gênait. Et je me suis dit, si moi-même qui l'ai inventé, je suis un peu gêné en le mettant, c'est que le truc est probablement pas absolument parfait. Et puis j'avais extrêmement mal au dos en travaillant à mon bureau, parce que quand on est assis toute la journée, j'avais pas envie d'avoir un truc horrible sur mon bureau, ni de jeter à la poubelle mon bureau. Donc j'ai inventé un sous-main qui est qui se surélève, que je suis allé faire fabriquer en Italie après avoir testé quantité de sous-traitants. Et puis comme j'avais moi-même le besoin, je me suis dit que le besoin allait certainement me dépasser, et on en a vendu plusieurs centaines. Mais comme c'est pas non plus ma vie, c'est là où on se rend compte que finalement, tu le dis souvent, vive les vendeurs. Et donc, c'est pas tout d'avoir inventé un produit, d'avoir bien fait, de l'avoir fignolé. À un moment donné, il faut le commercialiser. C'est pas forcément ce que je sais faire de mieux, mais j'ai une totale admiration pour les vendeurs. Ouais, c'est ça. Exactement, et le faire à fond, avec une détermination. Absolument. Donc, EPR, Entrepreneur pour la République, dis-moi ce que c'est. Alors, c'est une plateforme, ça en revanche, je vais le faire à fond, parce que c'est la poursuite concrète de l'entrepreneurialisme. L'entrepreneurialisme, c'est une doctrine très simple, c'est l'idée que la principale richesse de la nation, c'est l'esprit d'entreprendre de ses citoyens, et que c'est la meilleure manière de répondre à tous les besoins d'intérêt général, de mobiliser les entrepreneurs, d'avoir, j'allais dire, une armée d'entrepreneurs mobilisés derrière chaque problème d'intérêt général. Et donc on en a beaucoup. L'entrepreneurialisme, c'est une doctrine que j'avais fait naître à la demande d'un rapport que Pierre Gattaz m'avait demandé quand il était président du MEDEF. Et on avait plein de chantiers. J'avais notamment organisé dans la suite de l'entrepreneurialisme un colloque sur la reconstruction des banlieues. Revenons. Oui, ça c'est un truc dont il faut qu'on parle ensemble. Et je me souviens sur les pas de porte. Mais revenons sur EPR. Non, juste parce que... Oui, mais le temps tourne vite, Léonidas. Donc les colloques, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait des choses dans la durée. Donc on a créé Entrepreneurs pour la République. C'est une plateforme, c'est un réseau social. Tout le monde peut poser des problèmes d'intérêt général. Il y a déjà à peu près l'équivalent d'un gouvernement avec des sujets d'intérêt général. Et il y a les réponses et les solutions concrètes, produits, solutions, services d'entrepreneurs pour y répondre. La priorité, c'était bien sûr le Covid. En moins de 15 jours, on a déjà une cinquantaine de solutions très concrètes. Alors c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. Alors d'abord, EPR, c'est-à-dire que tu veux faire un réacteur. Écoute, c'est un réacteur. Tu veux qu'il y ait de l'énergie qui sorte de tout ça quand même. Il y a une énergie. T'as pas choisi EPR par hasard. Écoute, il y a une énergie colossale qui en sort. Et déjà, en moins de 15 jours, je suis absolument fasciné. 80% des contributions viennent d'entreprises qui ne sont pas franciliennes. Ça vient de territoires entiers. Absolument. Et alors, je regardais ça, et je vais le dire à ceux qui m'écrivent. J'avais l'impression de voir ma boîte mail. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas des solutions en fait, c'est des propositions. Ok, certaines sont incroyables. Mais tout ça, il faut que ce soit validé, audité, industrialisé, vendu, comme tu dis.
Il y a un côté concours Lépine. Tu vois ce que je veux dire, tu sais Léonidas? Lépine était un préfet de la Troisième République. Mais bien sûr, je sais que Lépine est au cœur de la République, de la fondation républicaine, dire la citoyenneté, Stéphane Soumier, la citoyenneté, c'est pas seulement mettre un bulletin de vote dans une urne. La citoyenneté, c'est aussi être un entrepreneur qui va au bout de ses projets. Or, les entrepreneurs qui ont effectivement posté des solutions contre le Covid, ils sont pas là à attendre tous les jours les déclarations du gouvernement pour savoir comment on en sort. Ils ont pris sujet après sujet, ils ont inventé des peintures virucides, ils ont inventé des revêtements que l'on met sur les poignets. Alors justement, j'ai vu ta peinture. Ta peinture virucide. J'ai vu ça. Donc là, tu peins. Il se trouve que un entrepreneur que je suis depuis pratiquement 15 ans a un procédé de peinture incroyable, révolutionnaire, pas pour les virus, mais pour accélérer les chantiers, peu importe. Je suis son combat. Toi-même d'ailleurs, à travers ton boulot, je me souviens ce qu'on avait fait avec, comment s'appelait cette boîte sur les isolants, Actis. Mais derrière, il faut que tu rentres quand même dans une complexité de normes, encore une fois, d'audit de l'ensemble de tes solutions pour voir si elles fonctionnent. Tu comprends? L'entrepreneur, il est toujours sûr que sa solution, elle est révolutionnaire et qu'elle fonctionne. Plusieurs choses, Stéphane. Vas-y. Plusieurs choses. D'abord, Actis, c'est fait. Donc, juste te dire que... Au bout de 15 ans. 10 ans. 10 ans. D'accord, 10 ans. Mais cela dit, 350 salariés à Limoux et le marché mondial qui s'ouvre à lui. Yes. Donc, voilà, l'entrepreneur, ça tient. Ensuite, concernant toutes les autres solutions qui sont là, qu'est-ce qu'ils demandent, tous ces gens-là ? Et pourquoi ils m'appellent au-delà de la plateforme? Ils m'appellent parce qu'ils essayent désespérément d'avoir un interlocuteur dans l'appareil d'État qui audite et valide l'efficacité de leurs produits. Et tu sais ce qu'on me répond, parce que c'est quand même fondamental. Je ne donnerai pas les noms, mais on me répond... Non, mais on du va côté pas de l'État. Oui, du côté de l'État. On ne va pas les valider quand bien même il y a 50 solutions, parce qu'il faudrait un appel d'offres pour être certain de les avoir toutes. Première chose... Est-ce qu'on a lancé un appel d'offres pour mobiliser les taxis de la Marne? C'est quand même intéressant. On est en guerre, soi-disant, et il y a des solutions, ils sont là, tout le monde les regarde en disant oui, elles sont probablement intéressantes, mais avant de les tester, il faudra avoir un appel d'offres, et il faut attendre la deuxième réponse qui m'a été donnée, parce qu'elles vaut son pesant d'or. De toute manière, on ne les auditera pas et on ne les validera pas, parce que si on devait les tamponner et les expertiser et dire que c'est efficace, si jamais il y a un malade derrière, eh bien on emportera la responsabilité, et la responsabilité de l'État pourrait être engagée. Donc il faut juste entendre quelque chose qui nous concerne tous. Nous sommes tous des entrepreneurs, nous sommes des citoyens. On a l'amour de notre pays chevillé au corps et nous sommes capables de le défendre. Si certaines de ces solutions, ne serait-ce que la moitié de cinquantaine de solutions qu'il y a sur la plateforme, fonctionnent, on est capable de réouvrir la totalité de l'économie française avant l'été. Ça nous concerne tous. Eh bien, on est en train de chercher aujourd'hui même, et probablement on l'a trouvé avant la fin de la journée, les laboratoires qui sont capables de les tester, de les valider et de faire en sorte qu'on les mette en œuvre. On ne peut pas suspendre l'avenir de notre pays au blocage administratif et au blocage que l'État s'est lui-même fabriqué. Donc avançons, nous aimons notre pays, il y a deux socles à la République. Il y a la nation et il y a l'État. Eh bien la nation, elle est extraordinaire. L'État, il peut se perfectionner, on en est tous d'accord, je ne vais pas rentrer dans, les caricatures de la caricature, puisque je pense que le sujet est bien connu. Mais en revanche, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on aille au bout de ce que les entrepreneurs peuvent faire, et les solutions sont là. Elles sont là également pour l'environnement, elles sont là également pour la reconstruction des banlieues, pour renverser notre balance commerciale et qu'elle devienne positive. Il n'y a pas un sujet qui échappe à la capacité qu'ont les entrepreneurs de trouver des solutions. Donc allons jusqu'au bout et faisons notre boulot. Léonidas, c'est formidable. Ok, ils sont formidables. Je ne voudrais pas qu'on puisse laisser penser qu'un inventeur génial, que 1000 inventeurs géniaux ont la solution à beaucoup de nos problèmes, parce que c'est pas vrai. Si, voilà. C'est vrai. Non, Léonidas, bon Dieu, non. Parce que derrière, tu as des sujets d'industrialisation, derrière, tu as des sujets de coûts, derrière, tu as des sujets de fabrication, derrière, tu as d'infinis sujets pour qu'une invention devienne une solution. Je vais répondre. D'abord, mais encore une fois, tout ça est formidable, bien sûr. Sur la question du Covid, tout ce que l'on a là et tous ceux qui sont en train d'arriver, c'est une filière industrielle. Nous avons la première pandémie du XXIe siècle. On est tous conscients
que d'abord, on ne va pas s'en débarrasser en quelques semaines. Et la deuxième chose qui est fondamentale, c'est que c'est la première probablement d'une longue série. On ne va pas constamment confiner le pays pour faire face à ces situations. Donc on doit être capable de vivre normalement en pandémie. Donc on a des solutions industrielles. Si on est capable de mettre un peu d'argent pour créer la filière industrielle, bien entendu d'abord, c'est infiniment moins d'argent qu'une journée de confinement du pays. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc l'investissement sera rentable. Et non seulement il sera rentable pour notre pays, mais on sera capable d'exporter notre savoir-faire. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre ? Il faut entendre que l'État est probablement a un rôle à jouer, mais que l'État inutile bloque l'État nécessaire, que les administrations inutiles pénalisent les administrations nécessaires, mais dans le mot, dans tout ce qu'on dit là, il n'y a qu'une partie de l'État et une partie de l'administration sont nécessaires. À un moment donné, c'est très important que l'on puisse garantir l'efficacité d'une solution et probablement y donner un coup de pouce en termes d'investissement. Ça, il faudra que l'on arrive à convaincre l'État de le faire, mais pour le moment, ne nous arrêtons pas. L'urgence est là. Nous, on est capables de trouver les solutions, de les faire valider et de faire notre boulot de nation. Moi, je pense qu'on n'a absolument pas le temps de polémiquer. Faisons notre job. Et effectivement, on n'est peut-être pas 500 pour le départ, mais nous arriverons plus de 3000 au port. Oui, c'est de toi, l'État inutile bloque l'État nécessaire ? Non, c'est Montesquieu qui dit que les lois inutiles... Voilà, parce que non, il parle des lois. Il dit que les lois inutiles pénalisent les lois nécessaires, affaiblissent les lois nécessaires, mais Montesquieu assisterait à, comment dirais-je, une année de nos activités étatiques et publiques, et il dirait que l'État inutile bloque l'État nécessaire, que les administrations inutiles bloquent les administrations nécessaires. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a quand même un rôle de l'État. La seule question qui se vaille aujourd'hui, c'est est-ce que la nation est là uniquement pour rémunérer et financer un État qui nous pose un problème, ou est-ce que l'État est supposé être là au service de la nation ? Léonidas. Tu as compris que j'optais pour la deuxième voie. Demain, il y a un sociologue qui va venir. Il s'appelle Michel Offerlé. Il a écrit, alors c'est un vrai bouquin de sociologie, attention, ardu à lire. Ce qu'un patron peut faire, c'est-à-dire en gros la sociologie des différents patronats en politique, mais toutes les formes d'action politique. Voilà, c'est très très intéressant comme sujet de recherche. Il en ressort quand même une forme de grande méfiance quand même entre le patronat et les politiques, et le sentiment des patronats de ne pas avoir les rênes en fait quand ils veulent s'occuper de politique. C'est une manière d'avoir les rênes, ce que tu nous décris là, mais il nous reste une grosse minute. On va dire l'essentiel en moins d'une minute. La citoyenneté, Stéphane Soumier, c'est l'esprit d'entreprise. C'est de dire quoi ? Qu'est-ce que c'est un entrepreneur ? On le sait ici mieux que nulle part ailleurs. C'est quelqu'un qui dit « j'ai un problème devant moi, je vais le prendre en main. Je vais en faire mon sujet matin, midi, soir. » C'est la meilleure promesse d'arriver à des solutions et c'est l'élément probablement le plus fondamental qu'il y a dans la société du mérite plutôt que la société des privilèges, c'est-à-dire ce qu'il y a à la naissance de la nation française. C'est notre identité nationale, c'est la plus grande richesse du pays. Tu sais comme moi qu'il y a 850 000 jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous les ans, jeunes ou pas jeunes, et toi et moi, nous en sommes les témoins, et qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous les ans. C'est la meilleure promesse de la richesse de notre pays, c'est la grandeur de la France, et je veux que l'on cesse de penser que la France, c'est uniquement son État. La France, c'est ses citoyens, c'est la richesse de son esprit d'entreprise, et le pays est extraordinaire, Stéphane. Et ça, c'est ce qui fait que nous nous battons pour notre pays et que Entrepreneurs pour la République, ça ne va pas marcher sur les plates-bandes de l'État. L'État, c'est l'État. Mais nous, il faut qu'on pousse la citoyenneté, le territoire de la citoyenneté jusqu'à ses confins et ses frontières. C'est ce que nous allons faire sur tous les sujets. Léonidas, je vais découper les punchlines de cette interview, puis je vais en faire les slogans de Bismarck, parce que je crois que tu es sans lui qui en parle le mieux, en fait. Écoute, voilà. Tous les cas, je suis ici heureux et ici, je me sens chez moi. Oui, voilà. Bon, mais alors, justement, on va... petite rediffusion, là. Parce que pour prolonger cette réflexion sur les solutions, justement, que peuvent apporter les entrepreneurs, vous allez réécouter ce que nous disait le patron de Showroom Privé, Thierry Petit. Alors, on est dans le e-commerce. Showroom Privé a vu d'ailleurs ses résultats s'améliorer de manière spectaculaire en 2020 en retrouvant un résultat net positif. C'est 14 millions d'euros de résultats nets alors qu'ils étaient sur 70 millions d'euros de pertes en 2019. C'est un peu les montagnes russes, un Showroom Privé. Mais alors, il y a un truc qui n'est pas les montagnes russes, c'est la détermination de Thierry Petit, qui fait partie de ces entrepreneurs qui veulent vraiment donner, vous allez l'entendre, un contenu précis
concret. Alors lui, en l'occurrence, c'est l'inclusion. Ils sont à Roubaix, c'est un vrai sujet. Donc, contenu concret et précis à leur engagement. Et donc, il était venu nous dire ça il y a quelques semaines sur Bismart. Et donc on repart les amis, on repart avec Thierry Petit, le cofondateur de Showroom Privé qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors il y a écrit la projet d'entreprise à impact, je tiens à dire, parce que vous commencez à être nombreux là. Ça y est, c'est le truc qui démarre. Je tiens à dire que, tiens, on va d'abord démarrer là-dessus. Donc, showroom privé, alors il faut quand même dire quelques mots de showroom privé. Je parle sous ton contrôle, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça, un chiffre d'affaires, hein, je ne parle pas volume d'affaires, un chiffre d'affaires. C'est un peu plus. Ouais, c'est ça. 900 personnes. Un peu plus, 1000. Ah ouais, dis donc. Ouais. Faut mettre à jour les infos sur le site internet. C'est ça va très vite. Thierry. Voilà, effectivement. Parce que ça, c'est des infos que j'ai été chercher sur ton site. Hein. Parce qu'on met à jour, comme on est coté une fois par an, ce type d'infos. Ah, c'est ça, avec le rapport annuel. Voilà. D'accord, donc ce sera mis à jour. Exactement, tant voulu. Avec la market cap aussi. On peut dire un mot de ça quand même, ouais. C'est-à-dire, donc il y a eu une cotation en bourse il y a 5 ans, c'est ça 2015, l'histoire tout à fait, 5 ans. Ça a été une boucherie. Ça dépend sur quelle période on regarde effectivement l'évolution du cours, mais ça a été compliqué. On va dire de 2017 à 2019, c'était très complexe. Ouais. Et enfin, tu as une réflexion là-dessus sur oui. Peut-être trop vite ou je pense oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était une start-up, on est devenu vite une ETI après une vraie accélération de la croissance. On entre en bourse en 2015, on continue d'accélérer en ouvrant des pays, en ouvrant des nouveaux secteurs d'activité, en investissant dans la marque, en rachetant des sociétés. Et à un moment donné, c'est probablement trop, cette course à la croissance, parce que derrière, on a une finance pas suffisamment solide, des opérations où on a raté un certain nombre de choix logistiques, et un mauvais choix, c'est 2-3 ans. Et donc, il faut se repencher un peu, se dire, oulala, là, ça ne va pas, il faut retravailler à cet endroit, à cet endroit, à cet endroit. Donc, on a mis en place un plan de performance, améliorer l'offre, travailler sur la rentabilité, fermer des géographies qui ne marchaient pas, changer un certain nombre de personnes dans l'entreprise, de cadres dirigeants notamment, pour avoir des gens beaucoup plus opérationnels, un travail sur les OPEX, sur les coûts, parce qu'on avait plus grossi que grandi. Ouais. Et puis voilà, donc c'est 1 an et demi de Thierry, c'est super intéressant parce que moi je me souviens, donc il y a eu, je sais plus, à un moment il y a eu une annonce qui vous a fait boire le bouillon sur une séance et très franchement, t'étais furieux. T'étais hors de toi. Non, mais il faut le dire, je trouve ça génial la façon dont on parle maintenant. Furieux de la façon dont la bourse pouvait massacrer une boîte dans des proportions qui n'avaient rien à voir avec globalement ce qui lui était reproché. Voilà. Oui. Sauf que ce dont je me rends compte là, c'est que ça a été un super déclencheur finalement. Ça a été déclencheur. Après, je pense que c'est nous, ces années d'investissement fort, quelque part, ça nous a permis de construire une part de marché importante. On est le 6e acteur e-commerce en France. On fait un peu plus de 2% de part de marché. Hein. C'est comme des acteurs comme quasiment la même taille que Fnac, Darty en ligne. Donc, et cette taille, elle est importante pour nous, pour faire du business, pour attirer les grands groupes. Si on a les grands groupes de mode, on a les consommateurs. Donc, quelque part, c'était un investissement. Et il y a eu des petits ratés, mais comme plein d'entreprises, créer une entreprise, la développer, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il paraît. Voilà. Après, ce qui est important, c'est de mettre les bons fondamentaux, de regarder à un moment donné quand il y a des difficultés, d'avoir un vrai plan et de l'exécuter. Et c'est ce qu'on a fait, et on en paye les fruits cette année. Et on a un retour à la rentabilité, à la croissance. On gagne les fruits cette année, tu veux dire? On en gagne les fruits, pardon, cette année. Ouais, bien sûr, tout à fait. On en tire les fruits. Donc on tire les fruits, voilà, tu en récoltes les fruits. C'est une histoire de 15 ans. Il y a 12 ans de croissance insensée. Il y a 2 ans où on s'endort un peu peut-être avec des mauvais choix. Et puis après, il y a 2 ans de Tu vois, on se pose des questions sur les questions qui sont passionnantes, au cœur de notre système économique français, puisqu'il t'intéresse beaucoup, notre système économique, sur l'ensemble de ces startups qui ne passent pas la vallée de la mort, appelez-le comme vous voudrez, qui ne deviennent pas des scale-up. Et face à ça, la cotation en bourse apparaît souvent comme finalement un risque qu'il ne faut pas prendre, c'est trop dangereux, c'est trop violent. Moi, je réalise un truc en t'écoutant, c'est que si Showroom Privé est encore là aujourd'hui, si Showroom Privé, comme tu me le dis, est en train de récolter les fruits de l'ensemble de votre travail, c'est peut-être parce qu'à un moment, la bourse lui a mis une tarte invraisemblable. Alors, quoi qu'il arrive, nous, on ne regrette pas la cotation. Ça nous a permis d'accélérer, de faire connaître la boîte au plus grand nombre. Enfin, il y a eu un effet vraiment très positif pour les salariés, pour l'interne. Après, une cotation en bourse, moi, je dis toujours à mes petits copains entrepreneurs qui se posent la question de s'introduire, c'est un temps long. Mais c'est comme créer une entreprise. Si vous créez une entreprise pour la vendre au bout de 5 ans, créez pas d'entreprise. Pareil, une entreprise cotée en bourse, c'est pareil, c'est un temps long parce que vous avez des bons quarters, puis des fois des mauvaises nouvelles parce qu'il y a un mauvais choix ou un truc qui s'est passé. Donc,
Il faut voir ça sur le temps long. Donc effectivement, on s'inscrit dans un temps long. On a même réinvesti au capital le showroom privé avec David. On a à tous les deux 50% du capital. Et on s'inscrit dans une dynamique... Aujourd'hui, 50% du capital. Dans une dynamique le reste, de temps long. C'est du flottant ou il y a d'autres... Le reste, c'est du flottant. Il y a Carrefour qui a 9%. L'idée, c'est effectivement, on considère qu'on est sous-valorisé. Il y a une époque, on cotait 30 ou 40 millions, quand on faisait quand même 600 millions de chiffres. Bon. Voilà, parce qu'il y a un moment, il y a un effet. Vous faites 3 bons trimestres, vous êtes un produit rare, tout le monde vous veut, l'offre et demande. À l'inverse, vous faites 3 mauvais trimestres, plus personne vous veut. Je pense qu'on se situe un peu entre les deux. Voilà. Et je pense là, il y a 200 millions de market cap. J'ai été voir ça. À un moment, tu es tombé à 40 Ouais, quasiment. C'est ça. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de rationnel, à un moment donné, vous décevez. Après, c'est compréhensif, parce qu'effectivement, les chiffres ne sont pas bons. Mais nous, on savait ce que l'on faisait, on savait sur quoi on savait que c'était un temps long, qu'il fallait restructurer, changer des choses. Et quand vous changez toute une équipe de management, quand vous changez votre organisation logistique, c'est pas en un mois où vous avez les résultats. Ça prend 6 mois, un an et demi. Voilà. Après, ça, c'est dur à expliquer au marché. C'est souvent complexe. Et les investisseurs, effectivement, du milieu côté, contrairement aux private equity, sont dans un temps plus court. Donc, voilà, maintenant on est conscient, on ne regrette absolument pas la bourse et on est dans une dynamique de création de valeur. Et nous, notre façon de marquer la confiance, c'est de réinvestir dans notre entreprise. Alors c'est génial parce que ça nous amène à ce pourquoi tu es là et ce qui est écrit, c'est projet d'entreprise à impact. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ce projet de création de valeur, d'efficacité, de lutte sur le résultat d'exploitation et puis ce projet d'entreprise à impact avec tout ce qu'il porte aujourd'hui? Non, absolument pas. Donc effectivement, on lance un programme qui s'appelle Move Forward. Move Forward, c'est mettre la RSE au centre de l'entreprise. Et pourquoi ? Simplement déjà parce que les consommateurs le veulent. On voit des tendances de consommation sur le reconditionné, sur la seconde main, sur le bio, sur le local. Les marques aussi avec qui l'on travaille sont dans des processus d'améliorer leur production, la rendre plus verte, etc. Et puis aussi, il y a un marché qui est là et qui pense que c'est une tendance forte. Donc on se doit d'aligner un petit peu tous les paramètres. Après, nous, c'est notre histoire. Showroom privé, au début, c'est de vendre des invendus. Donc, quelque part, on récupère des invendus des marques, on va les travailler et on va les remettre en vente. Ouais, enfin, j'ai vu ça sur votre... Ouais. C'est un peu réécrire le truc quand même. Je comprends, je conçois. C'est 300 000 pièces par semaine qu'on trie, qu'on remet en vente, c'est 15 millions de pièces par an. Au départ de showroom privé, il s'agit pas. T'as pas la RSE en tête. J'ai pas la RSE en tête. Voilà, mais je veux bien que derrière on réécrive le truc en disant tiens, en fait, ça tombe bien. J'ai pas la RSE. Cependant, ça nous empêche pas quand même de remettre en vente des produits qui étaient destinés à être brûlés ou être. Donc effectivement. C'est quand même une tendance. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'effectivement, il y a quelques années, peut-être le déstockage avait une vision un peu négative. C'est une solderie de banlieue. Maintenant, effectivement, on voit la tendance de la seconde main avec des acteurs comme Vinted, mais finalement, la seconde main, c'est des produits qui ne sont pas reproduits pour être vendus. Ouais. Nous, c'est des produits qui ne sont pas reproduits. C'est des produits qui étaient sortis des réseaux de distribution, qui pouvaient partir à la poubelle, être détruits. On les remet en vente. Donc, il y a quand même un axe important et on colle à cette tendance de consommation. Et alors, c'est d'autant plus important. Je ne sais pas si tu travailles avec les grandes marques aujourd'hui de luxe, de prêt-à-porter, etc. Travailler avec showroom privé. Le luxe vient progressivement. Alors on commence à travailler avec des marques de luxe, tout à fait. Parce que c'est quoi ? C'est Vestiaire. L'un de vos concurrents, ou on va dire à peu près sur la même sphère que vous, que toi, ne travaillait qu'avec justement des grandes marques. Je crois que c'est Vestiaire Collectif qui ne travaillait qu'avec... Vestiaire Collectif était spécialisé effectivement sur de la seconde main de grandes marques. Voilà. Et elles avaient beaucoup de mal, ces grandes marques, en fait, à lâcher leur seconde main parce que globalement, il y avait des sujets d'image. Tout à coup, là aussi, tout s'inverse finalement avec la RSE, Thierry. C'est ça le truc. Oui, puis à la fin, c'est le consommateur qui choisit. C'est quand même le consommateur qui se dit « je préfère acheter quelque chose avec une empreinte carbone plus basse, je préfère aller dans un point relais parce que ça coûte moins cher, c'est économiquement meilleur pour la planète en termes de bilan carbone qu'une livraison à domicile ». Enfin, il y a vraiment des vraies tendances de fond. À nous, acteurs de la consommation, avec plusieurs millions de consommateurs, de nous adapter. Enfin, sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, c'est à nous d'essayer d'écouter ça. Et l'autre point important, la moyenne d'âge de mes salariés, c'est 29 ans. Mais c'est des gens qui sont extrêmement étonnants parce qu'à la fois, ils ont une forme de déconnexion d'entreprise. L'entreprise, c'est un objet qui permet de gagner sa vie, mais ils attendent de l'entreprise qu'on leur donne un sens et qu'ils aient un sens. Et donc, c'est effectivement quelque chose que nous, en plus, on a engagé. Notamment à travers notre fondation à Roubaix qui réinsère des chômeurs. On va y aller, mais attends, je veux revenir sur ça parce que personne ne l'a dit comme toi. L'entreprise est un objet qui permet de gagner sa vie. Celle-là, je vais te la garder. Celle-là, je vais la ressortir. C'est une parfaite définition de la façon dont tu vois le truc. Mais c'est pas moi. Non, mais bien sûr, tout le monde l'a compris. Mais je pense que l'entreprise peut être très froide, et je pense qu'elle peut l'être d'autant plus avec ces jeunes générations qui sont en attente effectivement de sens. Et donc, c'est à l'entreprise de donner aussi du sens
pour faire en sorte effectivement que ces jeunes générations s'engagent avec le temps. C'est Siri ou Google qui viennent de te parler. Ouais, c'est terrible. Sur la montre, c'est la montre connectée qui vient de te parler. C'est la reconnaît ta voix. Ils sont absolument partout. Mais non, mais attends, parce que c'est génial, Thierry. Le sujet, c'est globalement, vous êtes aujourd'hui des secteurs, certains de vos concurrents sont ultra challengés sur ce sujet de RSE, etc. Et en fait, vous êtes en train de nous dire et de nous démontrer que efficacité économique, rationalité économique, en fait, c'est de la responsabilité sociale et environnementale. Mais oui, oui, mais je suis très content. Et ça donne un sens aussi pour les salariés. C'est quelque chose que les salariés demandent. Et ça donne de la valeur pour l'actionnaire en bout de chaîne. Mais exactement. Un salarié engagé, un client content, satisfait, c'est un client qui réachète. Une marque, toutes nos marques aussi, notamment dans le textile, sont dans des processus de production beaucoup plus responsables. Elles ont aussi, elles sont engagées. Tu audites ça? Alors, on fait un énorme audit carbone. Du bilan carbone actuellement. Alors c'est un chantier extrêmement lourd, mais on le met en place et chaque année on va reporter sur la réduction et on annoncera aussi des engagements. Non, mais de tes partenaires des marques. Toi, oui, mais des marques. Alors pour l'instant, en tout cas, on l'audite pas, mais ce que l'on fait, c'est qu'effectivement on valorise les partenaires qui ont un programme RSE effectivement digne de ce nom, avec des engagements, à travers notamment un onglet qui se trouve sur le site, que l'on présente à nos consommateurs. Ouais. Donc oui, c'est une valorisation des marques qui sont engagées dans un processus. Dans l'esprit de Thierry Petit, il y a à un moment, quelque part, dans pas trop longtemps quand même, parce que tout ça doit aller très très vite, l'idée, ah non, vous ne pourrez pas venir vendre sur showroom privé parce que, j'en sais rien, vous travaillez dans des conditions épouvantables au Bangladesh? Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Pour l'instant, c'est pas la démarche que l'on a engagée parce qu'il y a beaucoup de sujets. Et puis, je veux dire, on n'est pas là pour être tout de suite le premier de la classe. On est conscient que le chantier est très large. Il ne dépend pas que de nous. Si on veut être plus vert, par exemple, dans la livraison, il faut aussi que nos transporteurs, Poste et compagnie, Relais Colis investissent dans du green. Donc, je veux dire, on essaie d'amorcer la pompe. C'est ce qu'on se dit avec ce programme. On s'engage à aller plus loin. Maintenant, le chantier est très vaste. Donc, et peut-être que dans des années, effectivement, quand l'écosystème sera probablement plus sensible à ces sujets-là, peut-être que ce sera plus naturel, effectivement, de refuser un partenaire qui a des conditions de travail déplorables. Et donc, tu es sur, comme la Redoute, sur le terreau historique du textile français, à Roubaix. Et ça, vous l'avez pris à bras-le-corps. Alors ça, pour le coup, il y a un moment que tu m'en parles. C'est 2016, c'est ça, l'école de formation? Oui, ça fait 4 ans, ça. Ça a été... Ouais. Ça a été un sujet après notre... Consubstantiel, c'est le mot que je cherchais, à la création de showroom privé quasiment. Ouais, après en bourse surtout, on s'est dit, maintenant on a envie, on avait vraiment la tête dans le guidon, on a pris un peu de temps en disant mais qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on a envie, on avait vraiment envie de partager un peu ce que l'on faisait, on se rendait compte aussi qu'il y avait une difficulté de recruter des personnes et en même temps un décrochage numérique particulièrement dans le Nord absolument colossal, ça on se rend pas compte, c'était un peu avant les élections, on se dit mais il faut qu'on agisse, notre façon d'agir c'était de créer une fondation, financée intégralement par showroom privé et créer une école au sein de cette fondation, l'école du e-commerce, pour réinsérer des chômeurs décrochés du numérique par le numérique, c'est un petit pied né, en les formant au métier du e-commerce. Ouais, c'est ça. Combien ont été formés là? Là, on est quasiment à 80 sur les dernières sessions, on a à peu près 80% de personnes qu'on a réintégrées, on est plutôt très fiers. Et quand tu dis réintégrés, ils sont embauchés par showroom privé ou ils sont embauchés? Ils peuvent être embauchés, alors on a des entreprises partenaires qui nous aident aussi à trouver des stages, à les engager, des entreprises comme Oné, la Redoute nous a aidés aussi, enfin voilà, on essaie de constituer aussi travailler avec le réseau du Nord, qui est quand même un réseau très puissant. Nathalie Bala à la Redoute, je pense qu'elle réfléchit comme toi. Oui, c'est ça. Et c'est un chouette projet que de se dire qu'on arrive. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour être les premiers de la classe, mais on essaie de s'engager aussi sur ce sujet de l'inclusion. Bon, il reste l'activité, Thierry, post-Covid, là. Showroom privé a bénéficié de cette espèce d'appel d'air dont ont bénéficié l'ensemble des acteurs du e-commerce? Disons que cette année a été effectivement très bonne, mais quand on l'analyse, nous, bien plus portée par les fruits de notre plan de performance, où on arrivait début 2020 avec une structure légère, avec beaucoup d'agilité, et donc on a su saisir quelque part les opportunités. Tu étais prêt pour monter sur la vague, t'avais le surf. Exactement, et un beau surf qui était très léger, donc ça c'est plutôt bien. Donc du coup, le cercle vertueux s'enclenche sur une structure très saine, avec des OPEX resserrés, avec beaucoup de pragmatisme et d'agilité. On est de nouveau rentable, en croissance, à générer du cash. Donc, il y a un effet vertueux donc on a du cash, on réinvestit. Donc il y a un effet très vertueux. On est très attentif à
surtout rester dans cette dynamique de retournement et de retour aux choses fondamentales. Donc voilà, et puis voilà, cette crise du Covid a montré qu'effectivement, il y avait une accélération très forte dans l'e-commerce qui va perdurer. Nous aussi, on est là pour aider les marques à mieux se digitaliser, à vendre leur stock. Donc on lance notamment une marketplace pour faire profiter de notre trafic à les marques sur les collections en cours, pas simplement sur les collections antérieures. Donc voilà, c'est une démarche... avec Miracle d'ailleurs, qui est venu ici, le patron de Miracle. On essaie effectivement... Spécialiste des marketplaces. Oui, c'est ça. On essaie de répondre aux besoins des marques qui sont forts en ce moment. Et effectivement, on considère que c'est ensemble qu'on va passer cette crise, effectivement, et durer. Nous, on a tout intérêt à ce que tous nos acteurs aillent bien. Et c'est un engagement fort aussi que cette marketplace. Thierry Petit, le fondateur et co-dirigeant de Showroom Privé, était notre invité sur Bismart. On continue, les amis. Allez, on repart donc avec Yves Eonet qui est avec nous. Bonjour Yves. Bonjour. Merci beaucoup de venir dans ce studio. En fait, on va ensemble, on va clôturer, parce qu'à un moment, il va falloir parler d'autre chose quand même si ça me passionne. Moins que vous, mais ça me passionne. On va clôturer une petite séquence bancaire, modernisation des banques. Il se trouve que Claire Calmejane, la directrice de l'innovation de la Société Générale, est venue, je crois que c'était la semaine dernière, suivie du jeune fondateur de Quanto, Alexandre Pro, voilà. Dont je suis client. Donc vous êtes... ah oui, c'est vrai. Oui. La petite boîte d'Yves Eonet. J'ai plusieurs vues. Mais nous, on a que 12 minutes, je vais droit au but. Et en fait, le cœur de la question, c'est toujours la même. Alors, Claire Calmejane, elle est très sympa et tout. En fait, j'avais démarré en disant, mais pourquoi même les fintech existent-elles, en fait? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'une banque, avec ses capacités d'investissement qui sont quand même considérables, et peut-être les banques françaises aujourd'hui fragilisées, tout ce qu'on veut, banques européennes, mais enfin, regardons la puissance des banques américaines. Pourquoi est-ce qu'une banque laisse comme ça des pans entiers, finalement, qui sont des pans de territoire où peuvent gambader et se développer les fintech? Voilà. C'était ça ma question. Vous voulez que j'y réponde ou vous avez laissé Claire y répondre? Ben non, Claire, elle a refusé le terme damer le pion. Alors, en fait, elle dit un peu comme vous, titre d'un bouquin, alors que vous avez écrit il y a combien de temps il y a un an. Yves, voilà. Non, un peu plus, 1 an et demi. Un peu comme... Non, ça y est, les banques contre-attaquent et on va leur faire la peau. Bon, moi, je suis de parti pris. Donc moi, pourquoi je suis convaincu. Vous allez voir, je suis convaincu que les banques ne bougent pas pour des questions technologiques. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire qu'elles sont en fait, j'allais dire engoncées, elles sont coincées dans un système informatique qui date d'il y a 50 ans, qui est un système fantastique, ça s'appelle un core banking system, qui est un système excessivement, puissant, fiable, qui répond aux fonctions de base de la banque, mais le monde a changé et le système n'a pas changé. Ce qui fait qu'elles sont coincées avec ça, avec des coûts faramineux d'informatique, et c'est ça que nous, on adresse. On leur dit maintenant, il faut changer de cycle. Il faut passer du cycle du vieux core banking au cycle du core banking de nouvelle génération. Et là, on va comprendre comment les banques vont réagir. Yves, je connais très peu la technologie, oui, mais bien sûr. Mais à chaque fois que je parle de technologie avec des gens comme toi, on va se tutoyer, en fait, à la fin, on dit... Oui, mais à la fin, c'est un problème humain. C'est-à-dire, si on est bloqué finalement par un problème technologique, informatique, digital, appelez-le comme vous voudrez, c'est qu'en fait, les organisations elles-mêmes sont incapables de se transformer pour transformer leurs solutions technologiques. Après, la poule et l'œuf, c'est compliqué parce que, si vous voulez, l'organisation, elle est calquée sur des processus. Ces processus ont été informatisés. Et est-ce qu'il faut changer l'informatique pour changer les processus? C'est ce que je crois. D'autres pourraient dire, on va changer les processus, ça nous forcera à changer l'informatique. C'est plus compliqué parce que l'informatique, c'est excessivement lourd et c'est des choses qu'on touche très rarement parce que c'est évidemment risqué. Toi, tu fais un core banking system. Voilà. Alors, il faut que j'ai cherché une image. Dans une entreprise classique, c'est l'équivalent de l'ERP? Oui, c'est l'ensemble de toutes les fonctions dont une banque a besoin pour servir ses clients. Fonctions informatiques. Ça veut dire gestion des comptes, gestion des transferts, gestion des transactions, gestion de la régulation, gestion des audits. Tout ce qui tourne autour de l'activité bancaire est informatisé sur un core banking. Oui, mais ça, alors, c'est Frédéric Oudéa qui fait ta préface qui m'avait dit ça un jour. Une banque, en fait, ça n'est que des 0 et des 1. Oui. Donc c'est la banque, en fait, ton core banking. Absolument, c'est la banque. C'est l'essence de la banque. D'ailleurs, nous, quand on a un nouveau client, on dit on ouvre une banque. Parce que c'est une banque. On crée des banques. On a 38 banques dans une trentaine de pays qui sont des banques qui tournent avec notre core banking. Et alors, c'est là où moi j'arrive, parce que... Donc, c'est un truc énorme. Énorme, je confirme.
Je confirme, alors on va en reparler. Mais comment... Alors, première question. Les core banking d'aujourd'hui, Oui. ils ont été en fait... Est-ce qu'il y a un SAP du core banking? Oui, mais bien sûr. Ils sont designés par les banques ou ils sont designés par des boîtes informatiques qui en ont fait leur spécialité? Alors, les core banking legacy, les anciens, ils viennent de la rencontre entre, on va dire, Citibank et IBM. Ils se sont rencontrés dans les années 70 et ils se sont dit, mais on va informatiser vos process. Avant, on était avec les papiers, les crayons, etc., les carbones. Okay, donc, ils ont construit des mécanismes de gestion des flux, de gestion des comptes, de gestion de la régulation. Et depuis cette époque-là, on n'a fait qu'améliorer ce système. Le système est toujours le même. D'ailleurs, c'est pour ça que les couches basses dans les vieux systèmes sont intouchables, parce qu'elles sont très anciennes. Par contre, on a mis X couches d'amélioration. La monétique, les transferts internationaux, tout ce qu'on a conçu, y compris Internet, y compris les apps. Une app aujourd'hui d'une banque standard, elle tourne sur un très vieux système qui a été adapté. Et c'est là où c'est très fort. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à amortir jusqu'à l'os ces vieux systèmes. Enfin, c'est très fort, mais non, parce que c'est ça qui les plombe. Oui, d'accord, mais si vous voulez, c'est très... Oui, non, mais ça, c'est bien sûr, c'est pour ça qu'on arrive. Ouais. Mais c'est très fort parce que, je veux dire, c'est très pertinent de faire durer un système tant qu'il peut. Nous, on est convaincus qu'il faut qu'il s'arrête. On est convaincus qu'il faut qu'il rentre dans l'ère du digital. Et l'ère du digital, c'est pas un canal digital comme une app, mais c'est l'ensemble de la banque qui doit devenir digital. Et c'est ça notre métier. Mais alors c'est là où, à chaque fois que j'ai des entrepreneurs comme toi, je suis saisi d'un petit peu de vertige. Bah oui. Mais c'est un tel enjeu ce qu'on est en train de décrire là. Oui. Non mais tu vois ce que je veux dire? C'est entre les mains d'un entrepreneur comme ça mais je vais t'expliquer, c'est toujours comme ça. Toutes les disruptions, aucune disruption ne vient des gens installés. Toutes les disruptions viennent de nouveaux entrants. Donc nous sommes les nouveaux entrants du monde de la banque. Et évidemment, ils peuvent pas... Oui, mais là, Yves, c'est pas un téléphone portable, un core banking system. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il n'y a rien de plus important. Non mais enfin, tu vois, c'est la stabilité de l'économie que tu as entre tes mains quand même. C'est pas anecdotique. Oui, mais c'est pour ça que quand on s'est lancé dans l'aventure, il y a une quinzaine d'années, c'était une vraie utopie. On était en train de se dire, on est fou. On se lance. Non, mais bien sûr. Et puis c'est là où on a eu de la chance, parce qu'il faut avoir de la chance quand on réussit. Et la chance, ça a été de rencontrer des banquiers visionnaires qui se sont dit, mais là, il y a un truc à creuser. Il faut qu'on aille chercher. Et c'est ce qui s'est passé avec la SG, d'ailleurs, qui a investi chez nous il y a maintenant 4 ou 5 ans, et qui a ouvert déjà 8 banques avec nous, et qui a compris dans notre, on va dire, démonstration, dans notre technologie, dans notre discours, que ce qu'on leur apportait, c'était la vision du futur. C'était ce que va devenir la banque. Et c'est ça qu'on fait, c'est notre rôle. Alors, mais comment ça, ils ont ouvert 8 banques avec vous? Ben, il y a 8 banques qui tournent aujourd'hui en Afrique avec notre plateforme Core Banking. Ils n'ont aucun système informatique. 100% de l'informatique, c'est nous. Voilà. Et c'est tout. La démonstration est faite. Alors, il n'y a pas que. Bien sûr, maintenant, on a des banques européennes, on a des banques dans plein de pays. Alors, d'autant plus important d'ailleurs en Afrique, ça, on en a déjà parlé, ce qui va nous ramener au téléphone portable d'ailleurs, c'est que, en fait, ils font ce que vous appelez le saut de grenouille dans la technologie. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Ils sont en fait en avance sur nous aujourd'hui. Je dis toujours que la Silicon Valley de la banque, elle n'est pas en Californie, elle est en Afrique. Ouais, c'est ça. Parce que là, on fait des choses incroyables. C'est toujours des échelles difficiles, il y a des contraintes incroyables, mais on avance. Il y a des contraintes d'infrastructure de dingue, Non, j'imagine. pas d'infrastructure, des contraintes culturelles, des contraintes d'éducation, de compréhension. C'est des populations qui vivent depuis le début de l'histoire avec du cash. Donc passer à un monde bancarisé, c'est compliqué. C'est là les contraintes. L'infrastructure, elle existe. L'infrastructure, c'est les opérateurs télécoms qui l'ont fait. Et c'est une réussite inouïe. Alors, oui, mais d'ailleurs, Orange Bank, qui tourne avec TACPay? Non, mais il a raison. Non, mais il y a des raisons très, très valables. C'est que Orange Bank, d'abord, ils ont pris le système de Groupama. Voilà, ils sont restés avec le système d'ancien. En fait, ils ont voulu se construire sur un système existant. Ça rassurait tout le monde. Voilà, mais c'était une difficulté. Enfin, je veux dire, ça a été une erreur originelle pour toi? Pour moi, c'était une erreur. Mais bon, voilà. Alors, c'est vrai que quand ils ont choisi ça, on n'était pas forcément prêts, nous, à leur fournir un système complet. Parce que notre histoire, c'est une évolution permanente. On progresse tous les mois. Bon, mais alors, donc, Société Générale, ils ont investi effectivement, donc ils sont actionnaires de TACPay. Absolument. Et comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que tu peux enlever des petits bouts du core banking system pour commencer à insuffler tes trucs à toi? Tu vois, comment est-ce que... L'analogie que je fais, c'est qu'on est devant un magnifique carrosse, genre carrosse de la reine d'Angleterre, et puis on a une Tesla. On n'est pas en train de penser que je vais mettre une batterie sur la carrosse. On parle d'un autre monde. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc on parle d'un autre monde. Donc nous, notre façon de faire, c'est de dire à la banque, écoutez, créez des micro-banques, on les appelle les néobanques, mais créez des micro-banques, des banques de niche, des banques qui sont là pour servir les gens que vous servez mal avec votre ancien système, et il y en a de plus en plus. On y
y reviendra. Et donc, en utilisant les dernières technologies pour servir ces nouvelles populations, ou ces populations mal servies, eh bien, vous allez apprendre, vous allez vous acclimater, vous allez devenir digital et vous allez grossir. Alors, c'est quoi, on y reviendra sur quoi? Revenons-y tout de suite. Sur la segmentation du marché. Je veux dire, on est face à un moment incroyable. C'est que nous, toi, moi, tu te rappelles plus comment tu vivais avant 2007. Avant 2007, tu te rappelles plus comment tu faisais tes photos. Invention de l'iPhone, pour ceux qui n'auraient pas percuté. Évidemment. Donc on a complètement transformé nos vies. On est nous-mêmes dans des vies temps réel. Et la banque, elle est restée comme en 1970. Elle a les mêmes process. Donc ce gap-là fait que nous, on est de plus en plus mécontents de nos banques. Pas de façon agressive, mais voilà, on est déçus. Et donc, il y a une segmentation. Je vais te dire ce que m'a dit un jour un jeune entrepreneur. Il l'a un peu regretté depuis, parce que je recite sans arrêt la phrase. Assureur, fondateur de Luco. Okay. Lui, son modèle, c'est il a des gros réassureurs pour gérer le pognon, finalement. Ouais. Puis lui, son métier, c'est la relation client. Est-ce qu'il ne va pas arriver la même chose aux banques? Alors, finalement, tu te retrouves avec, sans doute, il peut même y avoir une très grosse concentration, avec beaucoup de sécurité, beaucoup de compliance, pour gérer des sommes considérables. Et puis la relation client, en fait, c'est un autre métier. Oui, alors, bon, c'est une hypothèse. Moi, je n'y crois pas beaucoup parce que je pense que la banque a un rôle social, un rôle dans l'économie qui est excessivement important. Oui, mais c'est la relation client, ça. Oui, d'accord. Mais je veux dire, l'organisme de la banque doit être de collecter l'épargne locale. Donc, il y a une question de confiance, il y a une question d'image. Et la banque, elle tient encore toutes les rênes si elle se bouge. Mais bien sûr, si elle se bouge. Non, mais alors, le risque, c'est ça. Le risque, il est considérable pour les banques. Si on parle de risque, il est considérable. Non pas parce que, d'un seul coup, les gens n'aimeront plus leur banque et partiront. C'est parce qu'il y aura de nouvelles offres. Typiquement, la relation client. Que ce soit les néobanques, mais ça va être les GAFA, ça va être les opérateurs télécoms, on le voit arriver avec Orange, qui vont d'un seul coup se dire, mais moi, j'ai les clients, j'ai de l'argent, j'ai une culture d'innovation, ben j'y vais. Et c'est ça le danger. Oui, mais alors, tu vois, c'est ça qui est intéressant, ça c'est sur l'entrepreneuriat. Oui. C'est que Orange, on ne va pas dire qu'ils n'y arrivent pas, mais enfin quand même, ils ont du mal. Ils ont du mal, oui. Voilà. Donc c'est-à-dire, un gros groupe peut quand même pas... L'histoire de je vais faire des startups en interne, plus facile à dire qu'à faire. Et en revanche, N26, enfin bref, Revolut, on les connaît tous, qui partent de from scratch. Alors eux, ils sont en train de tout déchirer. Transfère tout ça dans les systèmes informatiques. Il y a des systèmes informatiques, tu as parlé d'SAP, tous les SAP de la banque, ils sont les vieilles banques. Ouais. Voilà, nous... On est le petit N26 qui démarre et qui est dans le système informatique bancaire. C'est comme ça qu'il faut nous voir. Et il n'y a que nous qui pouvons faire ça parce que les SAP de ce monde, ils ne sauront pas le faire. Oui, ça j'en suis persuadé. Ben voilà, mais c'est tout. Et ça veut dire que, parce que c'est ça qui me fascine avec ton histoire, ça veut dire que même les dossiers les plus complexes et les plus lourds, on en a parlé en termes de responsabilité, peuvent être des terres d'entrepreneuriat. Mais oui, mais bien sûr. Parce que si vous voulez, il y a une vraie complémentarité. D'abord, la banque nous amène, la banque, c'est-à-dire le partenaire bancaire avec qui on signe, la Banque Postale, on a une très belle opération avec la Banque Postale, avec Easiness en France. Bon, la Banque Postale nous apporte toute l'expertise bancaire, je dirais la crédibilité. Et nous, on amène l'agilité, la technologie, l'adaptabilité. Et on est très complémentaires. Et bien sûr que c'est eux qui prennent nos outils pour faire leur métier. Non, mais c'était pas ça ma question. Ça veut dire, TACPay, vous êtes combien? On est 50. Ouais, vous êtes 50. Mais vous avez démarré à 20 ou à 10? À 10. Voilà. Ouais, non, mais en vous disant, on s'attaque quand même à ce qui est un des Himalayas de l'économie. Oui, moi, c'est ça que je trouve absolument merveilleux. Oui, mais c'est ça l'utopie. Non, mais il n'y a pas de disruption sans utopie. Il faut avoir des visions utopiques. Et on en a une, très clairement. On a eu du mal. On était trop tôt. On est arrivé trop tôt sur le marché. L'intérêt était là, mais il n'y avait pas de demande. Personne ne voulait changer. C'était il y a combien de temps? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. C'était horrible. Il y a 15 ans. Non, il y a 15 ans. Et voilà, on est parti avec mon associé Hervé Manceron. On a démarré avec cette vision. Et cette vision, tout doucement, le marché s'y est fait. Alors, en plus, il y a 15 ans, c'était les banques arrogantes. Oui, c'était les banques. Il faut s'en souvenir. C'était là où le précédent patron de la Générale disait au chef d'entreprise, mais pourquoi je m'occuperai de vous? Je gagne tellement d'argent sur les marchés. Bien sûr. Non, mais c'est tout. Mais nous, on voyait le monde basculer. On voyait l'arrivée des téléphones. On voyait l'arrivée. L'Afrique nous a beaucoup appris avec ce qu'on appelle la mobile money, les opérateurs télécoms qui se mettent à gérer des transactions. Ce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Merci d'être venu nous raconter tout ça. Je suis ravi. Voilà, c'était donc Yves Honnet, fondateur de TACPay. Vous allez voir, on continue avec l'innovation, mais cette fois-ci, l'innovation en santé.
On repart, les amis, on repart avec Florian Le Goff, qui est le fondateur de... Alors, laquelle on met en avant d'ailleurs, Florian? Parce qu'il y en a deux. C'est Kelindi, parmi tes entreprises, la plus importante? Oui, Kelindi, aujourd'hui, on est en levée de fonds. On est en train de faire des belles mises sur le marché. Donc, je pense que c'est le bon sujet pour aujourd'hui. Big Data au service de la santé. Exactement. Alors, l'ambition d'ailleurs, vous allez sur le site internet de Kelindi, vous allez voir, il est en construction d'ailleurs, hein, voilà. Travaille à prolonger votre espérance de vie en bonne santé. Exactement. Belle ambition. On est sur le et sujet tu n'es pas une application de fitness. Voilà. Non. Non, on est une vraie application de santé. Non, mais le régime et la fitness. Raconte-moi ce que tu fais. Le régime et la fitness, c'est important, mais c'est pas ce qu'on fait. Nous, on s'intéresse à modéliser la croissance de l'être humain et modéliser son vieillissement. Alors, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de paramètres, mais on pense qu'en 2020, ça y est, on a la puissance de calcul pour dire cette personne-là, qui a 65 ans, qui va rentrer en retraite, quel est le risque qu'elle va avoir de développer telle maladie chronique ou d'avoir telle décompensation ou quel impact sur le psychique. Ça, on ne pouvait pas le faire encore. Maintenant, on a la puissance de calcul, on a suffisamment de paramètres et on est capable de dire qu'est-ce qui va arriver ou en tout cas d'essayer d'imaginer ce qui peut arriver. Mais en fonction des informations qu'elle te donne, cette personne. Bien sûr, on reste sur du déclaratif. Et ça, c'est la particularité de Kelindi. J'ai d'autres entreprises, effectivement, qui sont dans le parcours de santé pour suivre les personnes malade. Kelindi, c'est vraiment une ambition qui est très large, c'est de se dire, la personne n'est pas encore malade, je vais la suivre, lui poser des questions régulièrement, et grâce à ça, avant qu'elle soit malade, je vais prédire qu'est-ce qui peut arriver. Oui, mais alors là, je vais citer le seul médecin que je connaisse vraiment, c'est-à-dire le Dr House, qui, dans cette série célèbre, dit tout le temps, tout le monde ment. C'est vrai. C'est son grand... C'est vrai. Voilà, vous connaissez tous ça. Il ne veut pas parler aux malades, il dit ça sert à rien. Tout le monde ment. C'est vrai, mais ça c'est très intéressant comme sujet. Alors comment est-ce que tu arrives à contourner je ne ce mensonge chronique? Je ne contourne pas le mensonge chronique, c'est juste que les humains, malheureusement, sont beaucoup plus honnêtes avec une machine qu'avec un autre être humain. Et la réalité, parce qu'il y a des études en oncologie qui le prouvent, c'est que quand on pose des questions au malade sur son état de santé, si c'est une machine qui le pose, le malade va être plus honnête, plus direct et ne pas avoir de tabou avec la machine. Alors qu'avec son praticien, le médecin, ne parlons même pas de l'entourage, il ne sera pas du tout aussi honnête. Et ça, c'est surprenant, mais on a des études qui le prouvent. Ouais. Bon, c'est un côté utile pour nous, mais c'est la réalité. Oui, c'est un peu ce qu'on raconte sur Google. Oui. Google est sans doute celui qui en sait le plus sur nous. Voilà, qui n'a jamais essayé, avec la saisie prédictive de Google, de voir ce que les voisins recherchaient? Non. Le quartier recherché, c'est parce que quand on commence à taper un mot, la suite se prédit. Et Kelindi, on va se poser sur les mêmes analyses de données par rapport au voisinage, qu'est-ce qui se passe dans la région, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là, comment cette personne va pouvoir vieillir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que vous vieillissez très différemment d'une personne qui est dans la même classe d'âge, dans le même quartier. Ouais. Par contre... Oui, mais qui a eu la même histoire, c'est vrai, qui a fait les mêmes études, c'est vrai, mais le même métier, les mêmes postures, la même alimentation. Sociologiquement, on va se retrouver quand même dans des endroits géographiques regroupés. Aujourd'hui, on déploie notre solution dans les Hauts-de-France, aussi bien à Lille que dans les alentours de Valenciennes et de Maubeuge, qui sont 3 territoires très différents. Et à Lille, on a des similitudes sur la manière dont les gens vieillissent qu'on ne retrouve pas dans les autres territoires. Donc il y a aujourd'hui une inégalité sociale. Et que surtout avec le Valenciennois, parce que là, on sort des mines en plus. On sort des mines, mais Valenciennes est en train de remonter la pente, mais il y a encore beaucoup de boulot. Oui, mais et on va pouvoir les aider. Pour le coup, ton public, 65, 70 ans, 75 ans, c'est effectivement des gars qui, pour certains d'entre eux, ont connu l'industrie dans ce qu'elle avait de particulièrement compliqué. Et c'est pour ça que c'est important de personnaliser la prise en charge. Aujourd'hui, la personne qui vit à Lille, je vais la comparer à d'autres personnes qui sont similaires, qui vivent un peu sur un territoire lillois ou qui vivent, par exemple, dans le 6e arrondissement de Paris. Je ne vais pas avoir le même vieillissement qu'à Neuilly. Alors, donc, comment ça se passe? Parce que tu dis, je réponds à une machine. Enfin, j'imagine c'est par le web? Alors, c'est une application. C'est une application. Il y a 2 applications, une qui s'appelle Malo, l'autre qui s'appelle Edge Advisor. Chacune est destinée à un public, mais ça repose sur la même infrastructure, qui est notre technologie d'intelligence artificielle. Et c'est une app qui te pose des questions tous les mois. Et ces questions-là, elles changent suivant le temps. On regarde l'évolution. Beaucoup de questions. Enfin, c'est assez complet, j'imagine. C'est très complet. En fait, pour donner une image sur la vie de l'enfant, dans les 3 premières années, on pose plus de 1000 questions. Mais c'est relativement indolore parce que chaque questionnaire
dure moins de 5 minutes. Ça, c'est Malo, ça. Hein. Ça, c'est Malo, tout à fait. Et sur 1000 questions, on arrive à avoir suffisamment de paramètres pour nourrir l'algorithme et avoir une bonne projection de ce qui se passe. Mais donc quoi? Donc c'est les parents qui remplissent? C'est les parents qui remplissent. C'est des questions qui peuvent être assez simples. La posture de la tête, est-ce que l'enfant vous regarde et sourit? Alors quand on est père d'une famille nombreuse, on a un savoir-faire. Mais pour les personnes dont c'est le premier enfant, ça nous permet de détecter un certain nombre de problèmes du neurodéveloppement, de détecter certaines maladies chroniques très tôt. Et notre objectif, c'est de détecter la plupart des maladies et des troubles du neurodéveloppement, les diagnostics qui se font entre 4 et 8 ans aujourd'hui. On pense, et on va essayer de le prouver avec une étude clinique, pouvoir le faire à 18 mois. Prise en charge plus tôt. Et donc là, à ce moment-là, tu préviens les parents, c'est-à-dire si à un moment l'algorithme détecte quelque chose... Je préviens les parents, ou plus précisément, je les oriente vers le médecin, avec un sujet. Ça. Oui, c'est ça, parce que c'est chaud. On ne peut pas leur dire, et surtout, nous ne sommes pas un médecin. Et je ne crois pas trop d'ailleurs aux symptômes checkers, aux techniques qui disent, on pose tel diagnostic sur la base de votre déclaration. Ouais, tout à fait. Non, ça, il y a un savoir-faire des médecins, l'historique de la maladie, l'examen clinique qu'on ne remplacera jamais. Par contre, renvoyer les personnes au bon moment, plus tôt, ça, on peut faire. Donc ça, c'est Malo pour le développement de l'enfant. Et Malo va suivre l'enfant pendant combien d'années? Alors là, on le sort le 1er avril entre 0 et 3 ans, mais l'idée, c'est d'aller jusqu'à 16-17 ans. Mais à un moment, c'est l'enfant qui va reprendre la main. Et on va être sur un carnet médical pour partager l'info de santé utile avec les parents ou celle qui n'est pas utile, que l'enfant reste le propriétaire. Je donne un exemple. Ton idée, c'est que ce soit l'enfant qui remplisse. À long partir de quel terme, âge? à partir de 15-16 ans. À partir de 15-16 ans. Ah oui, voilà, En fait, c'est ça. à partir du moment où on va avoir des enfants qui vont consulter eux-mêmes le médecin, il n'y a pas forcément lieu que le parent soit informé. Tout à fait. Il peut y avoir des sujets sensibles. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais pourtant, on a beaucoup de sujets dans l'adolescence, au niveau de l'alimentation, au niveau des addictions, qui peuvent être des addictions aux écrans. Les parents sont en recherche d'infos et on va leur apporter un premier niveau d'infos. Et les rassurer ou peut-être les inquiéter un peu, à juste titre. C'est passionnant et comme à chaque fois, et c'est ça le sujet, Florian, c'est qu'on ne sait pas si on doit s'en réjouir ou s'en inquiéter finalement. Je pense qu'on peut s'en réjouir. J'ai comme de cette forme de déterminisme. Alors, c'est vrai que c'est une forme de déterminisme. Mais il faut voir qu'en France, on a un très bon système de santé. Le système qu'on est en train de concevoir, on va le proposer dans d'autres pays. Et l'image que je donne, notamment quand j'en parle à mes investisseurs, c'est se dire que l'expat, qui est peut-être dans un autre pays, dans un autre continent, il n'a peut-être pas le pédiatre ou la personne qui va être à ses côtés pour faire des consultations régulières de son enfant. Avec une techno qui est un peu déterministe, on va pouvoir quand même poser un ensemble de questions et avoir un simili-pédiatre pour faire le suivi de l'enfant. Oui, non, mais, et puis au-delà de ça, comment est-ce que je pourrais dire ça? Tu fausses pas le réel. C'est-à-dire, ce déterminisme... Il est présent. Voilà, c'est une réalité. C'est exactement une réalité. C'est factuel. C'est factuel. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est issu de mes précédents travaux dans le cancer, dans le suivi des patients en oncologie. Comme je disais, ils sont plus honnêtes avec la machine. En tout cas, pas plus honnêtes, mais ils ont moins de tabous à parler de tous leurs problèmes et qui peuvent peser très lourd sur la santé mentale, sur les relations intimes, avec la machine qu'avec le praticien. Avec nous, ça va être pareil. On va relever des choses qui sont déjà là. On va mettre le doigt dessus et on va aider les personnes à être bien orientées. Et derrière, donc l'autre aspect, justement, personnes âgées. Seniors, pas forcément personnes âgées, parce qu'on commence à 65 ans. Je revendique, moi. Oui, d'accord, si tu veux. Mais là, donc, ça veut dire quoi? C'est tu donnes une espérance de vie, par exemple? Ah non, l'espérance de vie, c'est un non-sujet, parce que ce qui est très intéressant dans le vieillissement, c'est que c'est un processus qui est le même. Le vieillissement cellulaire, il s'applique en biologie à tout le monde de la même manière. Mais suivant les conditions initiales, comme on disait tout à l'heure, le parcours qu'a eu la personne, son mode de vie, ses relations sociales, ça va se passer de manière très différente chez chaque individu. Donc c'est un processus qui est très sensible aux conditions initiales, c'est-à-dire un processus chaotique. Donc on ne pourrait pas donner une espérance de vie. Par contre, prédire ce qui peut se passer dans les mois ou les années à venir, ça, on sait faire. Et c'est même assez simple. Et dans ces cas-là, évidemment, essayer de trouver des solutions pour prévenir, enfin, en tout cas, essayer de en fait, même limiter. De manière éthique, on peut soulever des alertes que là où on a des solutions et des protocoles de prise en charge. Par exemple, sur les maladies neurodégénératives,
On sait maintenant repérer certaines maladies assez tôt, des signes avant-coureurs dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Mais on ne pourrait pas forcément le dire parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge derrière. Sur les maladies chroniques, on a des signes d'appel pour lesquels on a des prises en charge. Et là, on peut les accompagner. Mais, par exemple, en IA, il y a une étude qui est sortie très récemment sur les Alzheimer. On s'est rendu compte que sur la grammaire et la forme des lettres, certaines personnes avaient un tracé spécifique qui derrière se traduisait par... Qui indiquait qu'il y avait des prédispositions... Ou plutôt, ces personnes qui avaient ce tracé spécifique développaient un Alzheimer par la suite. Éthiquement, c'est intéressant enfin, c'est bien de le savoir, mais éthiquement, c'est pas une information qu'on peut restituer. Donc, on est sur une frontière très, très difficile à tracer. On a un comité éthique qui nous aide là-dessus, heureusement. La confidentialité est évidemment un enjeu très, très important. Un très grand enjeu. Avec des données de santé, oui. Donc j'imagine qu'il faut en plus... Enfin, il y a des procédures... Des procédures de déclaration, des hébergements très lourdes, sécurisés. C'est un coût réel, mais c'est une nécessité. L'actualité l'a prouvé, on a encore eu des fuites de données. Chez Kalindi, on a un modèle un peu particulier parce qu'on chiffre la donnée, c'est-à-dire que nous, on n'a pas accès à la donnée de l'utilisateur. Comme ça, en cas de piratage, ce seraient des données chiffrées qui ne seraient pas exploitables. C'est l'utilisateur à la clé vers ces données. Mais c'est des coûts très importants et pour un entrepreneur, c'est un frein, mais c'est un frein utile. C'est un frein utile. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la data. La data dans la santé, c'est l'âme de fond, juste pour finir comme ça, c'est-à-dire c'est un élément qu'il faut que auquel nous, citoyens, on commence à réfléchir. Oui, parce qu'en fait, la data, c'est l'infrastructure de la santé. Savoir comment vous avez vécu et comment vous êtes aujourd'hui, c'est de la data. Et cette data peut prédire des choses. Les consommations de soins que vous avez eues dans le passé, c'est de la data. Et tout ça, ça fait une infrastructure. Et qu'est-ce qu'on va construire sur cette infra ? Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais comme toute infrastructure, il faut l'entretenir, la protéger et faire en sorte qu'elle soit utilisable par les autres aussi, et ce qui s'appelle l'interopérabilité. Oui, mais tu penses qu'il est légitime de construire, par exemple, des contrats d'assurance sur cette infrastructure ? Sur la data d'une personne en particulier, c'est non. Là, je suis très, très clair, c'est non. Sur la data issue d'une cohorte, pourquoi pas ? Mais pas sur la donnée de santé qui va révéler une installation de maladie chronique, plutôt sur la donnée de santé issue des comportements de vie. Il y a des limites, et ça, c'est un sujet qui est en plein débat actuellement. Ouais, absolument. Il Donc, comportement de vie, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, pour que ce soit quelque chose d'incitatif ? Pour que ce soit exactement... Et pas quelque chose qui condamne, en fait. C'est ça. En fait, condamner n'aurait pas de sens. C'est-à-dire condamner... Oui, puis ce serait une injustice terrifiante. Ce serait une injustice, et surtout, ce serait... Pourquoi une injustice ? Parce que ça n'aurait pas de sens. Une personne peut tout à fait développer une maladie chronique suite à une condition génétique, suite à un manque d'information, suite à une mauvaise connaissance du monde de la santé et de son propre corps. On ne peut pas pénaliser les gens pour ça. Par contre, les inciter, il y a une vraie question. Est-ce qu'il faut rémunérer les patients ? Est-ce qu'il faut les inciter ? Est-ce qu'il faut les inviter à bénéficier d'une meilleure prise en charge s'ils partagent leurs données et qu'ils aident la recherche ? C'est des sujets qui sont en plein débat actuellement en France et on y participe. Florian Le Goff, donc le fondateur de Kalindi, qui était notre invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.